Allah a envoyé le meilleur de ses anges. Imaginez les plats. Mais les plats, je tire. C'est cette mosquée où justement Salah Abdeslam et Abaoud sont venus. Vous n'avez pas le droit de filmer la mosquée, vous savez ça. Je me suis acheté des tenues locales, entre guillemets, pour aller au marché. Tenue locale, c'est-à-dire? Des djellabas, clairement. Ah oui, pour faire mon marché, bah oui, parce que sinon on me fait payer le double du prix, sinon... mais quand ils se rendent compte que je parle pas arabe, là, souvent je suis démasquée. Ben oui, si vous allez au marché, il y a 3 prix. Hein. Il y a le prix arabe, il y a le prix méditerranéen autre, et puis il y a le prix blanc. Et certaines personnes me taquinent en me disant « mais tu es mécréante » et on rigole de ça. Molenbeek, c'est tout ce qu'il y a de pire. Si t'es pas voilée et t'es marocaine, ouais, ça pose problème. C'est-à-dire que t'es mécréante. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu des menaces de mort, je travaille avec ces kofals, ces porcs, on m'envoie une vidéo avec différentes exécutions et on m'explique clairement que c'est ce qui m'attend. Moi j'appelle Bruxelles Khalifa. C'est grave en fait ce qui se passe. « 18 mars 2016. 4 mois après les attentats du Bataclan qui ont fait 130 morts. Après plusieurs mois de fuite, le cerveau du commando, Salah Abdeslam, est enfin arrêté après des semaines de cavale. Mais ce n'est pas en France que la police le trouve caché. C'est en Belgique, rue des 4 Vents, à Molenbeek, au 3e étage d'une maison proche de l'hôtel de ville. La France découvre alors Ébété, une ville islamisée, capitale européenne du salafisme et berceau de nombreux terroristes, à peine 3 heures de Paris. 6 ans plus tard, Molenbeek cherche à redorer son image, faire oublier ses heures sombres alors que se tient le procès de Salah Abdeslam cette année. Pourtant, rien n'a véritablement changé. Pire, les choses se sont aggravées. Plongé au cœur d'une terre d'islam, où le grand remplacement n'est plus ni une inquiétude, ni le futur, mais une réalité depuis longtemps installée. « 7 janvier 2022, nous recevons un mail qui retient notre attention. Nathalie, 51 ans, habitante de Molenbeek, nous dit être régulièrement menacée et agressée dans son propre immeuble par tout un environnement salafiste. Cela nous intrigue, on s'interroge, le compte a été pris. Nathalie nous reçoit chez elle en toute discrétion. Très vite, elle se livre sur les menaces qu'elle subit. Son récit est poignant. La voix tremblante, elle nous confie devoir se voiler pour quitter son domicile sans être inquiétée. J'ai eu des grosses blessures. L'ambulance m'a emmenée à l'hôpital le plus proche. Là, je suis tombée sur un médecin qui, par conviction, n'a pas voulu m'examiner, me tournait le dos, me disait « je ne toucherai pas une femme ». Parce qu'il était turc. Il était turc musulman, donc il a fait un constat minimaliste sur base de ce que je disais. Il faut savoir que je suis arrivée là, mais vraiment dégoûtante, parce qu'on m'avait arrosée de Red Bull, on m'avait craché dans les yeux, donc j'avais vraiment très très envie qu'on me rince un peu la figure. Et il m'a dit « vous trouverez assez de robinets dans cet hôpital pour le faire vous-même ». J'avais perdu connaissance, je chancelais encore sur mes jambes à ce moment-là. Ils m'ont laissé 3 heures dans un couloir en attente. Ils ont fait un scanner par acquis de conscience pour voir si j'avais pas un œdème cérébral parce que j'avais la tête très enflée à force d'avoir reçu des coups. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « ah oui, mais bon, c'est peut-être mon rôle dans le conseil des copropriétés. J'ai dû faire des courriers qui ont dérangé principalement les gérants du Yotakos. » Puisque finalement, c'est quand même eux qui se sont acharnés ce jour-là. Mais finalement, en mettant tous les éléments bout à bout, en voyant les autres agressions, des voisines aussi sur qui on avait déjà craché, en voyant que depuis le début, on m'avait fait des allusions sur ma tenue, sur le fait que je ferais bien de m'habiller avec plus de pudeur, de couvrir ma tête, que j'avais pris tout à fait à la rigolade au début, parce que je me disais non, mais ça doit être leur humour. Enfin, j'entends le psychologue du service d'aide aux victimes me dire vous êtes masochiste si vous restez. Et quelque part, chez moi, ça donne l'envie de dire mais j'ai le droit de rester. J'ai le droit de rester parce que je suis en ordre, j'ai des papiers en règle, je suis née dans ce pays et je devrais avoir le droit de m'installer et de vivre où je veux. Ça, c'est la personne qui est la commanditaire. C'est la commanditaire. Clairement, la chef de gang ici. D'accord, oui, on parle carrément de gang là. Dès le lendemain de l'agression, la commanditaire, effectivement, m'a envoyé une des vidéos qui avait été tournée. Donc, non seulement j'étais choquée, mais j'étais encore plus choquée de voir que ça tournait déjà
déjà sur les réseaux sociaux, ça m'a achevé psychologiquement, quoi, de me dire non seulement c'est une posture humiliante, on est là, on est traîné à terre, on est piétiné, mais en plus, il se gausse, ça circule, c'est un contrat sur votre tête. Et je me suis rendu compte en fait que même les hommes ici avaient très très peur d'elle. Parce que quand ma voisine s'est fait agresser, il y avait beaucoup d'hommes présents, il y avait des agresseurs mais aussi des spectateurs, parmi lesquels des amis à elle. Et tous ont refusé de témoigner en sa faveur parce qu'ils la craignent. Donc ils craignent vraiment cette femme, oui. Alors oui, elle a vraiment une grosse influence parce que pour une sous-locataire, donc en théorie, elle ne devrait avoir aucune clé ici. Mais elle s'est fait passer du début pour la concierge en montrant effectivement des signes de bonne volonté, en disant mais comme je suis là, je vais ouvrir la porte aux fournisseurs. Et donc le promoteur lui a donné toutes les clés, y compris des passe-partout. Donc avec ça, elle a commencé un peu à fouiner dans la vie des gens, à regarder dans leurs affaires. Et puis en étant toujours là aussi, après je me suis rendu compte qu'il me manquait de beaucoup de courriers comme à d'autres. Donc en fait qu'elle prenait les courriers, qu'elle les ouvrait. Et puis, plus récemment, elle a commencé à se vanter énormément d'avoir de la famille, non seulement dans le milieu criminel, mais aussi dans la police, qui pouvait la renseigner. Dans les jours qui ont suivi l'agression, elle m'a appelé plusieurs fois et c'était « Ah, je te le dis ça pour... » Voilà, elle commençait par « C'est pour ton bien, je veux te mettre en garde ». Quand je raccrochais, mais j'étais juste en larmes parce qu'en fait, sur un ton très doucereux, elle m'avait asséné d'autres menaces et d'autres promesses de représailles, en fait. On comprend mieux qu'effectivement, parce qu'au départ on se dit c'est pas possible qu'elle ait accès aux caméras, c'est tellement pas possible que le syndic lui ait donné tout ce pouvoir-là. Et moi j'ai envoyé des mails au syndic en disant mais quand est-ce que ça va cesser? Je dis voilà, maintenant il faut quoi pour que vous lui retiriez les clés et les accès caméras? Elle est autoproclamée concierge. Elle vient couper le courant des gens qu'elle n'aime pas, et puis ils sont dans la merde pendant le temps qu'elle a décidé qu'ils seront dans la merde. Un étage en dessous, une voisine, d'origine marocaine, musulmane, non pratiquante, nous reçoit dans un état de détresse absolue. Elle vient de vivre une nouvelle altercation avec les mêmes personnes qui menacent Nathalie. Pour la protéger, nous avons choisi de la flouter et de ne pas dévoiler son identité. Insultée régulièrement de mécréante par son voisinage, elle a choisi de quitter Molenbeek, une ville à laquelle elle était pourtant attachée et où elle était étudiante. Regardez, j'ai un bout de verre au cas où on m'attaque. Là, j'ai la jambe cassée, je suis traumatisé, je viens de recevoir un mail de mon propriétaire. J'ai pas le droit de vivre ici, moi. J'ai pas le droit parce qu'on est à Molenbeek, parce que c'est le Maroc. Mais moi, je vois pas de mosquée, je sens pas les odeurs du Maroc, et on est au Maroc et on me reconnaît pas. À cause de cette femme-là. Je voulais juste reprendre mes études, j'ai fait quoi? Regardez, je fais des cours du CNET, c'est ça que j'allais faire. Je voulais juste faire ça, reprendre mon bac, faire mes trucs, je fais de l'infographie, c'est tout ce que je voulais faire. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que je suis marocaine, musulmane, pas pratiquant, je porte pas le foulard. Mais c'est grave en fait ce qui se passe. Pourquoi moi je suis de sale pute, j'ai fait quoi? Mais non, j'aime pas la France, c'est pire dans les cités. Vous savez d'où je viens? Je viens de Grenoble à la Villeneuve. Vous connaissez Villeneuve? Non. Vous connaissez pas Grenoble? C'est une grosse cité, ça. C'est une cité de malades. Il y a des meurtriers au-dessus de chez moi, on connaît toute leur histoire, qui a fait qui a fait quoi, qui a tué qui. C'est normal en fait. Je suis parti de là. Ouais, non, mais je suis une Hanza. Vous savez ce que ça veut dire une Hanza, une puante? C'est une puante, c'est une mécréante. Voilà, elle croit pas en Dieu, elle fait trop la blanche. Vous imaginez, je suis avec un bout de verre, une fausse arme. J'ai été voir mon ex, regardez ce qu'il m'a donné. Il y a faux, il y a rien, heureusement. Mais imaginez les plats. C'est ce que je dis. Ça va pas. Mais les plats, je tire. J'en ai marre. J'ai envie de lui tirer une balle dans le pied. Vous savez, tellement ils m'ont tabassé, je l'ai incité tous les noms de sale pute, sale pute, sale pute, sale pute, sale pute, sale pute, t'as une calache ma bouche. J'ai jamais fait ça en 40 ans. Et je me bats, mais après, pour qu'on me fasse chier, la liberté, elle a quel prix? Je suis où? Je suis en Afghanistan, je suis en Irak, où je suis là. Vous imaginez? Sinon, je me laisse faire, en fait, je me laisse assassiner. C'est des barjots. C'est des barjots, ces gens, en fait, ils font leur loi. En fait, les gens ont peur de cette femme, quoi. C'est sa tour, je vous dis la vérité, c'est sa tour, hein. Vous pensez qu'elle peut aller jusqu'où? Je vous dis la vérité, s'il n'y avait pas mon ex, elle m'aurait pris dans le canal. Hein. Ah ouais, il m'aurait pris, moi. Le mercredi après-midi, elle réunit des gosses et elle donne des cours chez elle. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est tu corresponds pas. Tu corresponds pas, c'est-à-dire, par exemple, dans l'immeuble, si t'es pas voilée et t'es marocaine, ouais, ça pose problème. C'est-à-dire que t'es mécréante. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ça veut dire ça, tout simplement. Voilà. Ben, en fait, on leur donne pas l'exemple de l'amour, du vivre ensemble, en fait. Tu vois, que tu dois aimer ton prochain, qu'il soit chrétien, juif, bouddhiste. Voilà. Une femme en jupe, une femme non voilée, une femme qui parle trop, enfin, ça va pas. Je dis pas qu'avant, j'étais totalement insouciante. Non, je me tenais quand même... J'essayais de pas non plus être trop voyante, mais là, vraiment, vestimentairement, mais je crois que j'ai bazardé beaucoup de vêtements.
Oui. Donc d'une certaine manière, vous avez dû vous soumettre en fait à leur... Mais clairement, en fait, parce que je voyais que quand je sortais, directement, il y avait des gens qui s'approchaient. Encore hier, je reviens du travail, je m'apprête à traverser. Bon, il y a toujours des Deliveroo en attente d'une commande à prendre en charge au tacos. Il y en a un qui a démarré, il m'a frôlé sur le trottoir, il m'a tourné autour avec sa mobilette. Donc voilà, il y a des petites intimidations comme ça ne va pas plus loin, mais ça maintient le climat d'anxiété permanente. Pendant la période de l'Avent, c'était la chasse aux sapins. Donc ma voisine, elle a acheté des sapins, on lui a dit que c'était une mécréante. Voilà, je suis allée à la messe à Noël. Eh bien, la messe est dérangée. Il y a des gens qui rentrent, qui viennent jouer au football pendant la messe. Oui, dans les églises, oui, c'est ça. Il y a des gens qui campent devant l'église, il y a des gens qui viennent uriner dans l'église. Si vous allez au marché aux puces, place du jeu de balle, vous allez voir le nombre d'objets liturgiques volés qui sont revendus là. Voilà, on profane, oui. Quelles sont les insultes qui reviennent le plus en fait? Sale pute belge. Ah, c'est vraiment ça? Oui. Et ma voisine, sale pute française, voilà, c'est ça. Il y a quelques années, ça fait quand même 20 ans maintenant que nous, on a dû retirer nos croix quand on travaillait dans le public, et j'ai beaucoup travaillé dans la fonction publique. On a dû retirer nos croix et tout ça, et puis on a vu arriver une nouvelle catégorie de personnel qui avait le droit de travailler voilé. Les premiers temps, je me barricadais, je poussais des meubles contre la porte le soir. Oui, mais les premiers temps aussi, ils venaient, ils continuaient de jeter des canettes de limonade rouge, voilà, de faire des marques. En décembre, j'avais mis une petite affichette de Noël, évidemment. Un jour, je rentre et je vois une femme voilée en train de tout arracher. Et parce l'impression que l'ennemi, si je peux employer ce mot-là, est d'une taille difficile à évaluer. Qu'en fait, des gens que je pensais neutres ont très bien pu basculer et, au nom de l'esprit communautariste, seraient prêts à me faire du mal alors que jusque-là on se croisait sans embrouille, parfois même en se disant bonjour. Et je vois le nombre de gens qui ne répondent plus à mes bonjours. Donc ça aussi, ça laisse une mauvaise impression parce que je me dis, sont-ils juste neutres, froids, distants et ça s'arrête là? Ou seraient-ils prêts lors d'une prochaine occasion de lynchage à me marcher dessus comme a fait le gérant de l'Otacos, des choses comme ça? Il y a un grand sigle de l'Europe, il est marqué vente interdite. Pourquoi? Parce que ça compose les colis d'aide alimentaire que les gens reçoivent gratuitement chaque semaine en fonction de la taille de leur ménage. Et donc voilà, moi j'ai acheté ça alors que en fait eux l'ont eu gratuitement, détournent de l'aide qui est censée nous aider. On va les slogans SPP, intégration sociale, mieux vivre ensemble. Oui, même chose pour le riz, c'est vraiment des paquets de riz. Tout ça, c'est absolument pas prévu pour la vente, mais c'est bien marqué. C'est de l'aide alimentaire, mais c'est de l'aide alimentaire. Et eux l'achètent pour le revendre. Non, ils l'achètent pas, ils le reçoivent. Ah oui, ils le reçoivent et ils le revendent. Et ils le revendent, c'est ça. Oui, c'est... Donc voilà. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles. Je me suis acheté des tenues locales, entre guillemets, pour aller au marché. Tenues locales, c'est-à-dire? Des djellabas, clairement. Oui, pour faire mon marché, oui, parce que sinon on me fait payer le double du prix, sinon... mais quand ils se rendent compte que je ne parle pas arabe, là, souvent je suis démasquée. Oui, si vous allez au marché, il y a 3 prix. Il y a le prix arabe, il y a le prix méditerranéen autre, et puis il y a le prix blanc. C'est comme ça dans tous les commerces, ici les prix ne sont pas affichés, donc oui. Il faut tout négocier, et si on ne sait pas négocier en arabe, on se fait avoir, très clairement. Vous voilez quand vous allez sur le marché? Alors là, oui, très clairement. Ah oui? Ah oui, pour aller au marché, oui. Oui, c'est pas possible autrement. Alexandre Delval, géopolitologue et essayiste, est le premier à avoir parlé de totalitarisme islamique au début des années 2000. Depuis, il est régulièrement accusé d'islamophobie, menacé de mort par le mouvement turc le Millî Görüş et les partis islamistes qui y sont liés. Pour Livre Noir, il est venu analyser nos images et décrypter les raisons de la poussée de cet obscurantisme partout en Europe. Il y a plusieurs régions et zones et villes ou quartiers en Europe qui sont sujets à un phénomène de changement civilisationnel et je dirais même pas de remplacement d'une population par une autre. Je dirais une population qui n'est pas prolifique, qui est en dénatalité absolue, avec même une culture de la mort. C'est un peu ça l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident offre une culture de la mort, de la non-reproduction, de la dénatalité et un petit peu de l'individualisme. Et à côté, comment accuser
des peuples qui, eux, sont prolifiques et qui reçoivent même des aides sociales pour faire beaucoup d'enfants, comment accuser ces gens de remplir le vide? Donc, on n'accuse personne, on stigmatise personne, et sans même prendre cette expression de grand remplacement, il y a un vide d'un côté, le vide spirituel et démographique que propose l'Occident, et en face, il y a une civilisation prolifique. Vous savez, le grand spécialiste de la démographie, Gaston Boutoul, et des guerres, c'était un homme qui comprenait, qui analysait comment éclatent les guerres, un polémologue, et Gaston Boutoul disait « Préparez Vénus, viendra Mars ». Avant un phénomène d'explosion guerrière, il y a un phénomène d'explosion démographique. La démographie fait l'histoire, et étonnamment, la démographie est un tabou total que on n'aborde pratiquement jamais pour les questions migratoires et islamiques. Si tout est minimisé, en fait. Le trafic de drogue, c'est rien, c'est banal. Le vol de vélo, c'est rien. Bien sûr, il y a des plantations dans l'immeuble, oui. D'accord. Oui, il y a des choufs aussi. Ah oui, le soir, effectivement, c'est clair, en fait, si vous remontez la rue de notre entrée de garage, elle finit en boucle avant le Haut-Tacos. Là, parfois, ils font des barrages, ils mettent 2-3 voitures, ils filtrent les gens, ou alors ils roulent en sens inverse. Et dans le garage, là, il y a tous les trafics, effectivement. Oui. Comment vous tenez psychologiquement? Honnêtement, avec des anxiolytiques, pour l'instant. Oui. Sans quoi... prescrire, Oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez qu'un jour la police se rendra compte? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait vraiment un drame qui se produise pour que quelqu'un bouge ou Écoutez, j'ai même l'impression que même un mort, ça ne ferait pas bouger les choses. Non. J'ai même l'impression que là... Mais je peux pas... Ça bouillonne en moi de sentiments d'injustice. Je me dis, ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres, ça va continuer. Ça va continuer si on ne le dénonce pas. Donc il y a un moment donné où j'ai envie de mettre les autorités face à leur crotte, quoi. Ils ont laissé pourrir la situation, ils ont peut-être même alimenté ce terreau fertile pour cette ambiance-là. Maintenant, assumez. Vous nous avez créé un climat invivable. Mais maintenant, tout ce que je demande, en fait, c'est qu'on applique les lois. Hier, j'ai vu une avocate, elle me dit « mais ça relève du pénal ». Je dis « je sais bien, mais comment ?» Comment, à partir du moment où déjà la police refuse d'acter? Quand on m'a volé mon premier vélo, mais j'étais pas hystérique, mais quand même, j'étais en larmes, très énervée. Et je vois la patrouille qui arrive, et en fait, il parle à tout le monde sauf à moi. Et puis je lève la main, je dis, mais c'est moi qu'on a volé le vélo. Oui, 2 secondes. Et puis je dis, mais venez, je sais où il est, je sais dans quel appartement il est. Je dis, s'il vous plaît, allez sonner pour... Je dis, voilà, ça s'est fait quasi sous mes yeux. Et ah non madame, mais qu'est-ce que vous demandez là? C'est une émission dans la vie privée. Je dis, mais voler mon vélo, je dis qu'il représente 2 mois de salaire. Ils l'ont vendu, ils sont venus se vanter, qu'ils avaient fait la fête avec l'argent qu'ils en avaient tiré. Ben voilà. Après ça, j'ai acheté un vélo 10 fois moins cher, parce que celui-là c'était un électrique. J'achète un petit vélo en dépannage. Alors là, évidemment, il ne les intéressait pas. Mais quand même, tous les jours, ici est un petit bout de cadenas. Et moi, la simple photo que j'avais pu me procurer de mes agresseuses, mais la police m'a engueulée en disant mais ça se fait pas, respect de la vie. Mais je dis mais écoutez, si vous plaisantez, j'ai pris une photo pour vous les montrer. Je dis d'ailleurs sur le film que je leur ai amené sur clé USB, elles déclinent leur nom, prénom, adresse. Et après on me dit on ne sait pas les retrouver. Je dis non, il n'y a pas de volonté de les retrouver. Elles déclinent tout là, absolument tout, parce que ce film qui est celui de la caméra du hall d'entrée pendant que moi je suis partie à l'hôpital. Elles sont en train, sur les conseils de leur famille, de leurs amis, de porter plainte contre moi. Je dis, vous voyez bien, elles sont valides, elles sont debout. Donc vous pouvez les trouver facilement. Ah oui, mais c'est des mineurs. Alors je pense qu'on va me qualifier d'extrême droite. Ceci dit, très honnêtement, je n'ai jamais voté. Donc en Belgique, le vote est obligatoire. Ouais. Donc on est obligé de se lever et d'aller au bureau de vote. Ceci dit, l'offre politique est très restreinte. Il faut savoir qu'ici à Molenbeek, on a le choix entre des socialistes ou des communistes. Voilà, donc moi je peux donner ma voix à aucun des deux, donc je ne vote pas. Vous ne vous mettez pas en danger en nous accordant une interview? Je pense, si. Mais bon, comme me disent les gens, ben, à ce stade, si tu es encore là, c'est que tu as envie de mourir. Non, j'ai pas envie de mourir, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins à perdre maintenant. Donc non, je pense que je peux mourir en silence,
ou au moins avoir fait quelque chose avant. Je peux fuir comme les autres, et alors, statistiquement, on dira, mais vous voyez, Molenbeek, ça tout va bien, c'est merveilleux, c'est une commune où il fait bon vivre, c'est ce qui est dans toutes les revues éditées par la commune. C'est un pur mensonge, c'est un pur mensonge. Là, quand j'écris à la bourgmestre, justement, je faisais référence au dernier bulletin d'information dans lequel elle faisait une page sécurité, que sa priorité c'était la sécurité des femmes. Donc, très clairement, je ne pouvais pas m'empêcher, j'adore écrire, en écho à cet article, de lui dire, mais concrètement, que faites-vous? Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui est arrivé à d'autres, je veux vous rencontrer pour en parler, pour que vous me disiez ce que vous comptez faire, pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse vraiment vivre qu'il y ait vraiment à vivre ensemble, parce que là, il n'y en a pas. Et pas de réponse, mais même pas, hein, j'ai pas de temps à vous accorder, non, même pas, j'ai bien reçu votre mail, je vais réfléchir, non. Non, il n'y a que les chemins du logement, parce que j'ai aussi contacté les chefines égalité des chances hommes-femmes, pas de réponse, non, pas de réponse, grand silence. Fadila Maharoufi, une femme courageuse. D'origine marocaine, répudiée par sa famille, elle a fondé l'Observatoire des fondamentalismes de Molenbeek et s'intéresse plus largement à l'ensemble des quartiers du cœur de la Belgique. Bruxelles Khalifa, c'est le surnom qu'elle donne à Bruxelles capitale. Avec Fadila, nous parcourons Molenbeek. Ses rues, ses librairies, ses marchés, ses mosquées. À l'alisation des rues, boutiques islamistes, puis lors des femmes, Fadila nous présente la réalité de la commune. Une commune où l'islamisation n'est plus une crainte, mais un mode de vie. Je suis de la 3e génération et mes parents, en fait, à la base, c'était des gens plutôt, en fait, très cool, bien intégrés, etc. Donc il n'y avait vraiment aucun souci. Mon père travaillait, ma mère était femme au foyer. C'est plutôt les générations suivantes, en fait, à partir de la 2e, 3e, 4e génération, qui a vraiment un problème de fondamentalisme. Il y a eu énormément de mosquées où la majorité des jeunes, en fait, allaient suivre l'école, ce qu'on appelait les madrasas, mais ils étaient aussi endoctrinés avec, évidemment, un discours radicalisé sur le fait qu'on ne pouvait pas jouer avec des poupées, que la musique était interdite. Le reportage à Roubaix, en fait, on a l'impression que vous découvrez des choses que nous, en fait, finalement, on a connues depuis petit. Quand vous allez dans un magasin, vous avez toujours la vitrine où on vous montre les choses de manière assez belle, etc. C'est ce que les islamistes font à l'heure actuelle, c'est-à-dire ceux qui sont en costard, cravate, qui représentent les musulmans, entre guillemets, qu'on retrouve en politique, qu'on retrouve dans les associations, qu'on retrouve comme professeurs. C'était intenable. Ici, vous aviez l'armée, vous aviez la police devant, vous avez une sécurité, vous avez des portes blindées. Depuis que je suis à l'Observatoire, en fait, j'ai subi énormément de pression, j'ai eu des menaces de mort, des insultes. Clairement, ma mère m'a dit tu changes de nom, on ne veut plus rien savoir de toi, etc. Tu travailles avec ces kofals, ces porcs, tu finiras de toute façon morte. Il y en a une autre où c'est une vidéo, où on m'envoie une vidéo avec différentes exécutions et on m'explique clairement que c'est ce qui m'attend. Alors, ceci est valable dans toutes les structures islamistes radicales. Dans le djihadisme, la taqiyya, qu'on appelle plutôt ruse de guerre, est tout à fait valorisée, puisque même on a des textes de la loi islamique et de la sunna, de la tradition, qui relatent la ruse, qui était très prisée par le prophète lui-même et les grands combattants glorieux de l'islam. Donc c'est quelque chose de tout à fait valorisé que de dissimuler ou d'utiliser la ruse comme une technique de guerre, et ce qui est vrai en stratégie tout court, hein, c'est pas que dans l'islamisme. Mais on retrouve aussi cette ruse de guerre très prisée également en milieu sunnite, pas forcément violent, donc l'islamisme politique non djihadiste, qui est quand même islamiste. Mais j'allais dire, en Belgique, on n'a presque plus besoin de la taqiyya, parce que la Belgique a été tellement loin dans la facilitation du communautarisme islamiste et en confiant, je le répète, la gestion de l'islam officielle payée par les contribuables belges, on a confié cela aux salafistes. En 1978, quand le roi d'Arabie Saoudite a été reçu par le roi belge, il y a eu une sorte, on a donné sur un plateau d'argent les musulmans qui étaient neutres au départ, qui arrivaient du bled marocain, souvent des berbérophones, Schleur, du Rif, qui n'étaient pas avec un agenda islamiste. Ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que ces jeunes, souvent marocains ou pakistanais en Belgique, qui ont un agenda islamiste aujourd'hui, ont été radicalisés à l'islamisme djihadiste, mais surtout à l'islamisme politique, en Belgique. C'est en Belgique, grâce aux autorités belges, qu'ils ont rencontré des gens qui ne venaient pas du tout du bled, des gens qui importaient un islamisme saoudien, wahhabite, hanbalite. C'est là, le salafisme a été proposé à des fils d'immigrants marocains en Belgique,
grâce aux autorités belges. Et ça, je pense qu'on ne le dit jamais assez, ça excuse un petit peu aussi le musulman marocain qui n'est pas au départ vraiment responsable, puisqu'il a été formé dans des écoles, on enseigne le salafisme dans des écoles publiques. Comme on le fait en Suède, comme on le fait en Allemagne ou en Angleterre. Et ça, c'est la nouvelle trahison d'éclair de nos dirigeants occidentaux. C'est codifié, vous voyez, donc une femme voilée ne va jamais rentrer dans un café où il n'y a que des hommes. Les femmes ne peuvent pas se mélanger aux hommes, mais aussi le fait que on va lui dire elle est complètement folle, c'est quoi ça, l'honneur de sa famille, c'est très mal vu en fait. Il y a des principes et pour eux en fait les femmes ne sortent pas. Il y a des lieux, des espaces qu'on appelle des espaces familiales et donc là vous avez des familles, hommes et femmes, mais généralement c'est époux-épouse, mais une femme ne peut pas aller avec un étranger, elle doit être accompagnée automatiquement par un tuteur en fait, dans la loi islamique, mais jamais avec un mécréant. Ce qu'on appelle un mécréant, un non-croyant quoi. Et un non-croyant ça peut être aussi bien un catholique, etc. Il y a de l'insécurité. Vous avez aussi les jeunes femmes, en fait, elles peuvent se faire siffler, accoster, draguer lourdement. À partir du moment en fait, où vous n'êtes pas voilé, de toute façon, vous risquez de vous faire interpeller et subir du harcèlement. En fait. Par rapport aux droits des femmes, la femme n'est pas du tout égale à l'homme. En fait. Fadila Maroufi est extrêmement courageuse, elle a fait ce café laïque, cette lutte contre les fondamentalismes, et c'est très important de montrer qu'il y a des Belges ou des Européens d'origine musulmane, maghrébine ou autre, ou même convertis, qui ont un islam pacifique ou qui ne veulent pas mélanger politique et religion. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et en Belgique, il faut quand même aussi préciser qu'il y a quand même pas mal de fils de maghrébins ou de musulmans qui sont quand même modernes. Mais il est vrai que dans les nouvelles générations, celles qui sont le moins liées à l'état d'origine, on a une progression de l'islamisme qui est assez étonnante. On aurait pu croire l'inverse. La grand-mère était voilée, la petite fille... Non, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. On a des dernières générations plus voilées que leur mère. Et ça, c'est quelque chose d'assez effrayant. Je ne dis pas que c'est violent. Je pense que la Belgique, contrairement à l'Angleterre ou à la Suède, il n'y a même pas besoin de violence. Le degré d'islamisation ou de réislamisation des communautés musulmanes en Belgique est tel qu'il n'y a même plus besoin de lutter, puisque en face, c'est un État qui n'est pas laïque et qui tolère tout cela, alors que l'Église catholique ne représente plus rien en Belgique. Elle a encore des prérogatives, mais elle est complètement boniste, comme on dit en Italie, boniste, elle est totalement politiquement et islamiquement correcte, alors que l'Église catholique a perdu toutes les parts de marché et n'a aucune volonté prosélyte équivalente. Est-ce qu'on peut reprocher aux islamistes de profiter du vide et aussi des énormes avantages que le communautarisme et le clientélisme du système politique belge permet? Ils se sont engouffrés dans quelque chose. Donc là, je pense qu'encore une fois, il faut pointer la trahison d'éclair, la compromission des dirigeants, comme M. Moureau à Molenbeek, mais tant d'autres, comme le Parti socialiste belge francophone en général. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans pratiquement tous les pays européens qui ont à la fois ce communautarisme couplé à une très forte immigration islamique extra-européenne. On va demander, on attend d'une femme musulmane qu'elle soit discrète, qu'elle ne rit pas fort. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toutes ces femmes qui mettent le voile obligatoirement, soit par leur famille, par leur époux, etc. Vous avez celles qui ont fréquenté des lieux d'endoctrinement. On leur explique que ça fait partie de la religion, que si elles ne le portent pas, elles risquent tous les châtiments corporels qu'elles vont subir. Quand vous êtes musulmane, en fait, ou musulman, si vous sortez de l'islam, vous êtes condamné à mort. Et généralement, les familles ne l'acceptent pas. Plus que l'Europe condamnée à mort, je pense que l'islamisme a une stratégie, l'islamisme non djihadiste, assez intelligente pour ne pas ennuyer les Européens qui resteront chrétiens et attachés à leur identité civilisationnelle. Ils n'en sont pas là. Ça, c'est l'objectif final quand le califat sera rétabli, que de convertir toute l'humanité de force, de gré ou de force. Pour l'instant, l'idée, c'est des micro-califats, des micro-émirats, un spectre, comme l'avait décrit Batyeor dans son livre Rabia, de zones où il y aura une contre-société, qui est déjà le cas à Roubaix ou ailleurs, hein, ou à Trappes, ou à Molenbeek. Et donc l'idée, c'est de faire progresser une sorte de prise de contrôle des communautés musulmanes, qui, elles, par contre, ce sera surtout les musulmans, les premières victimes. Ils ne vont pas les convertir de force, les chrétiens ou les athées ou les militants LGBTistes. Au contraire, les frères musulmans aujourd'hui travaillent avec les militants LGBTistes au niveau européen, comme sur AJ+, que vous connaissez. La stratégie des frères musulmans, c'est de dire
Le voile ou la mini-jupe, on a le choix. Le LGBT ou la charia. Nous, on est pour l'ethno-différentialisme et donc on peut choisir. Le mécréant peut être LGBT, ça ne nous gêne pas du tout, tant que la musulmane ne l'est pas. Donc l'idée, c'est enrégimenter nos propres communautés musulmanes et faire en sorte, en leur enseignant une vision la plus radicale et la plus intégriste et totalitaire de l'islam salafiste, hanbalite, frérot-salafiste, faire en sorte que chez les musulmans, il n'y ait pas de dérapage, il n'y ait pas de conversion à autre chose qu'à l'islam, il y ait une réislamisation, aucune apostasie, et ça explique aussi cet embrigadement, l'extrême rigidité des islamistes sur les musulmans qui quittent l'islam, mais aussi, là où ils ennuient les mécréants et où ils les menacent de mort, c'est quand le musulman se permet de blasphémer. Alors là, c'est le syndrome Charlie Hebdo ou Samuel Paty. Alors là, effectivement, il peut y avoir une violence extrêmement radicale qui, à mon avis, va se multiplier. Plus l'islamisme progresse, plus l'idée de blasphémer sera sanctionnée par la mort, puisque c'est l'une des grandes idées de l'islamisme, ne jamais laisser un mécréant ou un musulman se moquer de l'islamisme et de l'islam. Pourquoi ? Parce que tout ce système tient par la force. Si on se moque, ça veut dire qu'on n'est pas fort, ça veut dire qu'il n'y a pas de représailles, et ça veut dire que le système va s'écrouler. Aucune tolérance n'est possible face au blasphème ou à la sortie de l'islam, l'apostasie, et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont déjà été tuées pour ces raisons, pour le blasphème ou l'apostasie, et où ont été menacées de mort, de Salman Rushdie à Samuel Paty, en passant par Theo Van Gogh en Hollande. Ici, vous avez, voyez, la tunique pour petites filles et pour adultes. Donc on sexualise complètement un enfant parce que normalement, les enfants, logiquement, on ne peut pas sexualiser un enfant, donc c'est la pédophilie. Et ici, clairement, en faisant ça, c'est comme si on disait que finalement un enfant peut attirer le regard d'un homme, et donc il faut absolument qu'elle ne tente pas les hommes. Et puis c'est aussi éduquer à l'habituation en fait, des petites filles à ce qu'elles puissent prendre leur aile. Parce qu'une fois que vous le mettez, ça a un impact en fait, psychologique et sur vous. Après, il est difficile de l'enlever, ça a un impact psychologiquement sur la femme, sur son corps, sur comment à l'extérieur on le voit. Il y a énormément de femmes qui disent « mais je ne peux plus l'enlever ». Il y en a pas mal qui sont favorables, enfin il ne faut pas croire, mais beaucoup de gens sont favorables en fait au djihad, etc. En fait, on est passé là tout à l'heure du côté de la gare du Midi, un peu plus bas, vous aviez ce qu'on appelait le triangle. Et là, vous aviez toutes les boutiques juives à l'époque, dans les années encore 90, vous aviez des boutiques juives là et vous aviez aussi une boutique cachère. Ils sont tous partis, en fait tous les juifs sont partis de là, pour une question de sécurité tout simplement. Dans certains prêches, de dire que les juifs c'est les ennemis d'Allah ou les ennemis des musulmans, parce que les jeunes entendent ça, d'office pour eux, les juifs, ce sont nos ennemis. Moi j'avais des femmes qui disaient, ce qu'on appelait les sœurs musulmanes et celles qui donnaient cours, disaient clairement nos prochains ennemis, ceux qu'il va falloir exterminer, enfin pas exterminer mais détruire et combattre, ce sont les homosexuels et les juifs. Peut-être chez nous, donc tu ne vas pas les répéter à l'extérieur, mais ce n'est pas le même discours qu'elles allaient tenir s'il y avait une chercheuse, d'ailleurs c'était le cas, il y avait une chercheuse de l'Université catholique de Louvain qui était présente, qui faisait un doctorat, mais avec elle, c'était un autre discours. Il y avait le discours de tolérance, de bienveillance, etc. Donc il y a cette notion de da'wa, de prosélytisme, vous voyez, et la plupart des mosquées ici à Bruxelles sont islamistes et sont de la mouvance des frères musulmans. La communauté LGBT se dit, bah oui, au fond, pourquoi pas, si ces femmes, si c'est leur choix, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les défendre? Mais je crois que pour beaucoup, ils ne savent pas exactement ce qui se cache derrière. Ils ne savent pas qu'à la première occasion, d'ailleurs on regarde tous les pays musulmans, l'homosexualité est condamnée. Il n'y a pas de tolérance, mais on veut faire croire que dans leur imaginaire en fait, collectif, c'est qu'un jour le monde sera musulman, sera islamisé, etc. Une des écolos aussi qui s'est battue pour ramener Oussama Attar, qui s'appelle Zoé Génaud, en fait, est une députée sénatrice. Donc ils se sont justement battus pour que Oussama Attar, qui était à l'époque en Irak et qui était en prison, puisse être ramené. C'est d'ailleurs lui la tête pensante des attentats de Paris et de Bruxelles. Politiquement, ils ont une grande influence et un impact qui est vraiment très présent. Moi, j'appelle Bruxelles Califat. Clairement, ils sont au pouvoir, c'est eux qui dirigent tout. On peut dire qu'il y a une spécificité parce que Molenbeek, c'est tout ce qu'il y a de pire en France, en Suède ou en Angleterre, mais en plus avec un communautarisme institutionnel d'État doublé d'un clientisme politique. Le clientisme politique du Parti socialiste avec Philippe Moreau qui sur 22 mosquées en laisse inaugurer 18 salafistes.
Mais parallèlement, en plus de la responsabilité de cet homme politique socialiste, dont la fille est d'ailleurs mère aujourd'hui, l'État belge, dès 1978, confie l'enseignement de l'islam au salafisme saoudien, avec l'inauguration de la Ligue islamique mondiale, et en plus, à la différence de la France, où la Ligue islamique mondiale également officiellement diffuse le salafisme, en Belgique, les imams salafistes, donc pilotés par l'Arabie saoudite, sont payés par l'État belge. C'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est ce qu'il y a de pire en France, mais en plus, on paye les imams salafistes qui sont chargés d'empêcher l'intégration des musulmans, on les paye avec l'impôt des contribuables. Et les Belges ne se révoltent pas parce que les socialistes belges, encore pire qu'en France, ont réussi à nazifier, carboniser, discréditer toute personne qui avait une critique vis-à-vis de tout ce qui est lié à l'immigration. Oui, mais les librairies islamiques, ici, ce n'est pas choquant. En fait, c'est considéré comme étant complètement normal. Et vous allez retrouver des prédicateurs, en fait, des ouvrages de El-Kardawi, Youssef El-Kardawi, qui est un frère musulman, Tariq Ramadan, des tas de livres qui sont problématiques et qui ne sont pas interdits. Des petits ouvrages pour enfants, des tableaux sans visage où ils peuvent dessiner et colorier. Préface d'Alain Soral. Alors ça, c'est toléré Exactement. Dieu, la science, les épreuves. On va essayer de rentrer pour voir quand même. Là, on s'arrête parce qu'il y a des personnes... Vous craignez ces personnes? Vous voyez des personnes mais ça, clairement, il faut être très prudent parce qu'on peut être, s'ils entendent nos conversations, on peut très bien être pris à partie et insulté, etc. Vous voyez, parce que justement, c'est mal vu, parce qu'ils estiment qu'on donne une mauvaise image de l'islam. Toute critique de l'islam est interdite, en fait, de toute façon. Où on en était? Bonjour. Là, on est interrompu par le gérant de la librairie. Il faut une permission? Pour une photo, oui, et on parle juste la façade du nom de la... Ah, mais je regarde pas là, on prend pas le nom. Comment une bonne femme musulmane doit se comporter, etc. C'est complètement considéré comme normal, en fait. On vous dira, après tout, c'est la culture. Dans toutes les librairies, en fait, vous avez des parties pour enfants, pour l'apprentissage du Coran, etc. Vous avez une partie pour les femmes et d'autres parties plus générales ou pour les hommes. Salam alaikum. Donc ici, voilà, vous avez des ouvrages, en fait, différents ouvrages qui sont vendus sur la nutrition, sur l'hijama. Donc l'hijama, c'est la saignée qui est pratiquée, en fait, c'est la médecine prophétique. La sorcellerie. Je vous expliquerai après pourquoi c'est important. La ruqya, qui est la sorcellerie. La guérison de la sorcellerie, le mauvais œil. Oui, ici, donc, ici, ça va être vraiment le pan pour les femmes. Comment se comporter en bonne épouse, comment Khadija, l'épouse du prophète, à prendre comme modèle. Il faut savoir qu'en islam, en fait, ici, vous gagnez des hasanat, c'est-à-dire des points pour aller au paradis, et vous avez des siyat pour perdre des points. Donc, au plus vous gagnez des points, au plus vous avez une chance d'aller au paradis. En sachant que si vous commettez le martyr, si vous êtes martyr, vous allez directement au paradis. Donc, toutes les erreurs que vous avez commises, en fait, sont effacées. Et ce qui fait que finalement, on en devient presque, c'est obsessionnel, de cette pureté, de ne pas être envahi par le djinn, par le shaitan, donc le démon, etc. Il y a cette présence aussi par rapport au diable, etc., par la communauté. Vous êtes contrôlé par Dieu dans votre esprit. Avec Fadila, nous nous sommes rendus devant la mosquée que fréquentait Salah Abdeslam. Cette mosquée veut aujourd'hui maintenir en Belgique un imam expulsé pour avoir appelé à brûler des juifs.
Cette mosquée où justement Salah Abdeslam et Abaoud sont venus, en fait, oui, il y avait des prêches qui étaient radicalisées, et des prêches contre les mécréants, etc. C'est pas une question socio-économique, en tout cas, comme on a voulu nous faire croire. Parce que quand on regarde par exemple Abrini, lui, il avait un commerce, ça roulait pour lui, il avait les moyens. Donc c'est pas une question socio-économique, c'est vraiment une question, je pense, plus d'abord c'est d'endoctrinement, en fait, réellement. En islam, c'est pas très compliqué, en fait. Logiquement, une conversion en islam, en fait, vous dites la shahada. La shahada, oui, c'est ce qu'il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est son prophète. Donc, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Une fois que vous avez prononcé ça, normalement, vous êtes musulman. Si on se convertit, il faut aussi la circoncision. Donc voilà, c'est le principal. Une fois que vous avez dit ça, en fait, et que vous avez fait ça, vous êtes converti. Après, on va vous conseiller de suivre des cours du Coran, de l'éthique, du dogme, etc. Donc tout ce qu'il y a à savoir en fait sur l'islam, la vie du prophète. Les Français, vous êtes forts pour les réponses. Vous pouvez changer le monde avec vos réponses. Au lieu de rester à table et qu'on discute d'une façon... Là, directement le refus. Déjà, vous ne pouvez pas filmer la mosquée. Déjà, à la base, si on parle de loi, vous n'avez pas le droit de filmer la mosquée. Vous savez ça. Vous devez demander... Excusez-moi, je parle avec lui, j'arrive chez vous. Vous savez que vous devez demander l'autorisation à l'intérieur. Alors, effacez tout ce que vous avez, tout ce que vous avez filmé, vous devez l'effacer. Les Français, plus ça, la grande gueule. Vous prenez pour qui? Non, la vérité, vous prenez pour qui? C'est bon, c'est terminé, c'est ok. Les Français, franchement, Macron, vous avez... Oui, il est certain que l'une des réactions classiques de l'islamisme radical et des islamistes, c'est pas forcément la mauvaise foi ou la taqiyya, mais la négation. Vous remarquerez quand vous parlez avec un propagandiste islamiste, par exemple un frère musulman va toujours nier qu'il est frère musulman. Et quand on tue au nom de l'islam, la première réaction des islamistes, c'est de dire c'est scandaleux d'associer l'islam et la violence, alors que pourtant c'est ce qui a eu lieu. Et donc, et là, ça fait partie de la même stratégie. On ne veut pas en parler, il ne faut pas en parler, et vous nous provoquez si vous en parlez, c'est le début de l'islamophobie, vous portez atteinte à l'honneur des musulmans, vous jetez la suspicion, vous venez dire des choses qui sont fausses. D'ailleurs, quand on parle à des islamistes de Belgique ou d'ailleurs, ils vous disent que c'est faux, Molenbeek, c'est un havre de paix, on vit très bien. Et c'est vrai que je connais quelques Belges qui ne sont pas malheureux à Molenbeek, ça dépend des rues, etc. Donc, mais c'est vrai que la mosquée, il y a une autre explication, c'est une sorte de territorialité séparée. Dans une mosquée ou dans ses alentours, dans un quartier comme dans certains quartiers de Londres, Sharia Islamic Zone, un controlled, on a même des autocollants. Ça veut dire en gros, dans ce quartier-là, pas de débit de boissons alcoolisées, pas de femmes en midi-jupe. En gros, on sait à quoi s'en tenir. Et donc même le mécréant qui vient dans cette zone, en fait, il vient nous provoquer s'il vient trop analyser ou remuer des choses, puisqu'il n'est pas chez lui. Il est chez lui juste à côté, pas de problème. Il peut même faire de la propagande LGBT dans le quartier d'à côté. Mais là, dans cet endroit-là, il est dans une Sharia Islamic Control Zone, comme en Grande-Bretagne ou en Suède, et c'est même une provocation s'il vient nous filmer. Et donc, très sincèrement, même, il y a des gens de ce quartier qui vont être indignés, qui peuvent même devenir violents si vous insistez un peu trop. Ils sont dans une logique de possession, de prise de contrôle territorial, et pas uniquement des esprits, mais aussi du territoire. Ici, on a l'impression que les gens, en fait, sont CPS, donc ou n'ont pas suffisamment d'argent, etc. Mais il faut savoir que les personnes d'origine maghrébine, en fait, avaient de l'argent par la drogue et investissaient au Maroc. Donc tout ce qu'ils gagnaient était investi au Maroc. En fait, tant que c'est fait au nom de l'islam pour justement faire le djihad, etc., et tant que ça permet de financer ça, en fait, c'est considéré comme licite. Oui. En fait, ils tordent, ils pervertissent, en fait, le discours pour justifier, en fait, leurs actes. Comme quand ils disent on ne peut pas agresser un musulman, mais on peut agresser ou maltraiter un non-musulman. Donc ici c'est Anderlecht, et donc c'est la partie Ruwayer, la partie commerciale en fait. Et donc cette partie très grande commerciale, donc la Ruwayer était considérée avant les années, donc dans les années 80, 70, etc., comme une très belle rue commerçante de luxe où vous pouviez trouver des boucheries non halal, des boutiques de luxe, etc. Finalement, ils ont enlevé l'arche
Et ils ont permis en fait à des gens de venir s'installer. Et petit à petit, en fait, les boutiques ici ont commencé à changer. Ils ont commencé à avoir une librairie islamique, puis une deuxième, puis une troisième, voilà. Et du coup, maintenant, on peut en trouver 3 ou 4 ici. Des librairies islamiques, on vend aussi des voiles pour enfants, pour adultes, des vêtements pour... Et d'ailleurs là, vous voyez pour enfants aussi, des djilbabs, les longues tenues pour les petites filles, qui a une forte demande en fait. Hein. C'est quasiment, en fait, tout est halalisé ici. Vous avez tout que des boutiques ou des snacks, des restaurants halal. Donc on essaie vraiment de créer tout un monde islamique. Que ce soit aussi bien dans la médecine, dans sa façon le rapport au corps, le rapport à la médecine, à se guérir, etc. etc. Je pense vraiment que c'est l'islam politique ou l'islamisme radical que j'avais appelé le totalitarisme islamiste depuis des années, qui a une volonté de conquête et donc à travers ses leaders, ses imams, ses propagandistes, ses théologiens. Et c'est bien de poser la question comme ça parce que ce n'est pas les musulmans. C'est des musulmans qui sont arrivés pour chercher du travail ou une prospérité, qui ont été récupérés par des islamistes, que nos dirigeants, malheureusement totalement inconscients ou complices ou complaisants, ces dirigeants européens, comme la Belgique, comme la France, ont confié une grande partie des musulmans qui n'avaient pas cette intention au départ, ils les ont confiés à des islamistes qui avaient pour but de les manœuvrer, de les encadrer, pour en faire ensuite une sorte de bélier, de voie pour conquérir un jour l'Europe. Plus tard, nous avons souhaité demander directement l'avis des habitants de Molenbeek sur la question de l'islamisme et du grand remplacement. Franchement, bien. Franchement, j'aime bien. C'est une commune cosmopolite, il y a beaucoup de gens, beaucoup de nationalités, c'est une commune vivante, très colorée. Quand on passe dans la commune, on n'a pas du tout d'impression de radicalisation ou d'agressivité, non. C'est plutôt une commune où il me semble faire bon vivre. Voilà, l'islam est très présent ici, mais il ne faut pas mélanger l'islam qu'il y a ici et l'islam avec les actes qu'il nous montre. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Bon, je ne comprends pas le mot rigoriste, mais l'islam, c'est pas ça. Quoi. Soumis un peu plus à son Dieu, c'est tout. C'est quand même grâce à lui qu'on est là sur cette terre, et qu'on respire, qu'on a tout le monde a 2 yeux pour respirer de l'oxygène. Et on a tous une bouche pour parler, on a des dents pour manger. Et voilà, tout le monde a été créé. Il faut surtout se dire d'où on vient. Et on va. À mieux connaître la philosophie musulmane et à ne pas avoir des préjugés. Je pense aussi que quelque part, en Belgique, on a comme ça une espèce de mentalité qui est assez, allez, je vais oser le mot, raciste. Et avec beaucoup de préjugés et de part des gens qui n'ont pas cherché à connaître les autres. Quand je vais à la boulangerie, j'aime bien dire choukran au lieu de merci et je sais que ça fait plaisir. Quoi. Ah bonjour, allez, voilà. Parti. Oui, dis-moi. Voilà. Molenbeek, c'est un marché qui est bien. Ouais, on fait le tour autour. Mais moi, je sais que des fois, j'ai des amis jardiniers avec qui on jardine dans un potager de quartier. Et certaines personnes me taquinent en me disant « mais tu es mécréante » et on rigole de ça. Moi je suis anti-extrême droite, anti vous savez qui. Et je trouve ça absolument hallucinant. Écoutez, moi je suis immigrée en Belgique, je suis bien accueillie, donc je suis peut-être... Les Français sont très mal vus, par exemple, à Bruxelles. Ce serait intéressant de vous l'entendre parce qu'il y a un grand remplacement des Français qui viennent envahir les postes intéressants dans plein de domaines différents. Donc je pense que je fais peut-être partie du grand remplacement français à Bruxelles. Voilà, et ça me questionne. J'espère que je ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Pour le combat qu'elle mène, et pour ces nouveaux témoignages qu'elles nous ont livrés, Nathalie, Fadila, toutes ces femmes en lutte contre l'islamisme sont en danger de mort. Leur courage est exemplaire, leur récit précieux. Ils sont l'illustration d'une inquiétude devenue réalité à Molenbeek, celle du grand remplacement et de ses conséquences. Nous sommes à 3 heures de Paris. Nous nous inquiétons de Roubaix. Nous pourrions bientôt être Molenbeek.